comme il y a toujours des liens avec Dufour et avec tout ce qu'on essaye de faire, eh bien, on voulait quand même s'arrêter un petit peu sur ce qui a amené l'Église russe et le climat qu'il y avait à l'époque. Et je vous propose une présentation. Alors, c'était un travail qu'on voulait confier à notre spécialiste de l'urbanisme, Armand Bouillard, mais je ne l'ai pas trouvé. Et il y a une autre spécialiste de l'urbanisme à Genève qui est Leïla El Wakil, que j'essaie de titiller pour entrer dans notre commission historique, mais qui refuse pour l'instant à cause d'un agenda très chargé. Donc j'ai dû faire quelques travaux de recherche parce que je trouvais que l'occasion se prêtait à parler un petit peu de cette situation politique et sociale, de voir Dufour avec les fortifications, la position des gens qui étaient contre, pour avoir aussi un contre-avis, et puis la part de James Fazi dans cette commémoration. Et puis en bleu, c'est Evelyne Riedner, qui est membre des Salons Dufour, mais qui est surtout guide du patrimoine de Genève. Donc je salue la présidente ici, Anne Hamilton-Foss, qui va se charger, puisqu'elle est spécialiste des fortifications, de nous parler de ça, et puis de l'implantation des églises, dont on a un petit peu discuté tout à l'heure. Alors, pour avoir un aperçu de la situation, alors déjà ici, la ville de Genève en 1844, avec les trois portes. Donc, vous avez ici la porte de Rive, la porte Neuve et la porte Port-Navin, avec l'horaire des fermetures, puisque, comme Rousseau l'a su, il n'était pas bon de rester à l'extérieur après la fermeture, puisqu'on restait dehors. Alors, pour avoir un aperçu de la situation socio-économique de la période qui a amené Fazi à prendre à la fois le pouvoir et les mesures qui vont déboucher sur la mise à disposition des terrains pour l'implantation, entre autres, de cette église russe, dont l'exposition de François Moser célèbre le 150e anniversaire, je me suis penché sur Helvetia Genevensis 2008. Je vous propose de remonter cette analyse en 1816, date d'entrée de Genève dans la Confédération. Économiquement, la noce fut écourtée par une grave crise émaillée de famine qui a ravagé toute l'Europe en 1817 et 1816-1817. Genève en fut touchée et à la crise alimentaire succéda une dépression industrielle qui a sérieusement éprouvé les classes ouvrières. Il faudra attendre les années 1830 pour voir l'économie se reprendre et prospérer pendant 15 ans. Au niveau politique et fiscal, nous sommes sous le régime censitaire, c'est-à-dire que vous votez en fonction de votre porte-monnaie. Et bien évidemment, à ce petit jeu-là, le peuple genevois est réduit au silence. Son salut viendra de manière inopinée du Conseil représentatif, supposé n'être qu'un organe d'approbation des décrets du Conseil d'État, mais qui fonctionne de fait comme un véritable parlement politique. Certaines voix libérales, comme celle d'Étienne Dumont, de Sismondi, de Pictet de Rochemont, de Bello et autres Pellegrino Rossi, se font entendre, mais la majorité de la bourgeoisie est bien loin du peuple et de ses préoccupations. Le syndic Jean-Jacques Rigaud fait du mieux qu'il peut avec sa politique du progrès graduel, mais ses initiatives sont jugées trop timides et le gouvernement rassemble contre lui plusieurs catégories de mécontents. Alors, il y a tout d'abord les protestants, inquiets de la montée du catholicisme, nourris par l'immigration étrangère et les manœuvres du curé de Genève, Jean-François Guarin, contre lequel il voudrait bien que le Conseil d'État adopte une attitude plus énergique. Il y a ensuite les catholiques qui, malgré la bienveillance louable à leur égard du Conseil d'État, s'opposent au maintien de la supériorité de l'État en matière religieuse, entendez par là le calvinisme. Il y a encore les milieux économiques, commerçants et industriels qui se plaignent des entraves juridiques, fiscales, douanières qui gênent leurs activités. Ils militent pour la disparition des fortifications qui n'ont plus de valeur militaire et étouffent la ville, malgré les efforts louables de l'ingénieur cantonal Guillaume-Henri Dufour qui s'attache à la moderniser de l'intérieur avec, entre autres, la création du Grand Quai, qui est aujourd'hui le quai Général Guisan, de la rue de la Coraterie, des quais et des ponts des Berges. Il y a en plus la classe ouvrière qui digère mal son exclusion politique et qui commence à se regrouper en organisations de travailleurs pour améliorer ses conditions de travail très dures. Ces groupements tiennent lieu de syndicats interdits par la loi. En 1833-1834, les grèves des tailleurs et des serruriers,
sont parmi les premières de Suisse et Genève commence à occuper une place d'avant-garde dans le mouvement ouvrier. Et il y a enfin les citadins dans leur ensemble qui se plaignent de ce que la ville de Genève n'a pas d'autorité communale élue étant administrée par le Conseil d'État. Pour pimenter le tout, rajouter une fièvre de libéralisation des constitutions dans différents cantons suisses, avec à la clé la proclamation du suffrage universel. Ce mélange détonnant va déboucher le 3 mars 1841 sur la création de l'association du 3 mars, formation regroupant divers opposants dont les chefs appartenaient à la bourgeoisie protestante et qui comprend des libéraux et une aile gauche menée par James Fazzy qui finira par prédominer et donner le jour au Parti radical. Avec Fazzy, on passe à la phase révolutionnaire. Cela commence déjà en novembre de cette même année 1841 avec une émeute tumultueuse autour de l'hôtel de ville qui voit la fin du régime instauré en 1814 et l'élection d'une assemblée constituante. La Constitution de 1842 adopte le suffrage universel masculin, établissant, selon les termes de James Fazzy, la souveraineté du peuple et va réaliser des réformes substantielles. La ville de Genève devient une commune indépendante avec un conseil communal élu. Mais au grand dam de Fazzy et de ses amis radicaux, le Conseil d'État n'est pas choisi par le corps électoral, mais par le Grand Conseil, dont le cru 1842 est plutôt conservateur. Le Conseil d'État, lui, l'est complètement. Ils vont donc se servir d'une circonstance extérieure pour mettre un terme définitif au règne de l'aristocratie. Ce sera l'affaire du Sonderbourg. Pour rappel des faits, dans les années 1840, deux courants divisent le pays, l'un mené par les radicaux, désire transformer la Suisse en un État démocratique et centralisé. L'autre, conservateur, partisan de la tradition et du maintien d'une souveraineté cantonale étendue. Et cette fracture rejoignit en gros le partage entre cantons protestants et cantons catholiques. En 1845, 7 cantons catholiques se liguent en une alliance séparée, le Sonderbund, dont les radicaux exigent immédiatement la dissolution. Le Conseil d'État et la majorité du Grand Conseil refusent, le 3 octobre 1846, d'ordonner à la députation genevoise à la Diète fédérale de voter la dissolution du Sonderbund, cela au nom de la souveraineté cantonale. Les autorités de la cité de Calvin et de Rousseau, au secours du catholicisme rétrograde et séparatiste, quel magnifique thème de propagande pour les radicaux genevois. Ils ne se privent pas de l'exploiter, particulièrement dans la citadelle ouvrière de Saint-Gervais, qui se soulève le 5 octobre et repousse 2 jours plus tard les troupes gouvernementales. Le Conseil d'État démissionne, la révolution a triomphé, portant James Fazzy et les radicaux au pouvoir. On connaît la suite, à la Diète, Genève vote contre le Sonderbund. Le vote final sera de 12 contre 22. C'est la guerre civile, causée donc par un Genevois, et dont la Suisse se sortira miraculeusement grâce au commandement habile et humain d'un autre Genevois, le général Dufour. Il sera intéressant pour la petite histoire de consacrer un salon sur ce sujet de la responsabilité de James Fazzy dans cet épisode du Sonderbund qui aurait pu anéantir la Suisse. Quoi qu'il en soit, la voie était libre pour l'édification d'une Suisse moderne sur la base d'une nouvelle constitution adoptée en 1848. À Genève, James Fazzy va gouverner de 1847 à 1861 en s'appuyant principalement sur les ouvriers et les commerçants. En 1847, il est le grand artisan de la nouvelle constitution qui va notamment, aux grandes dames de Calvin qui a dû se retourner dans sa tombe, enlever au protestantisme sa qualité de religion dominante. Je passe délibérément le chapitre du démantèlement des fortifications sur laquelle reviendra Edwin tout à l'heure et accessoirement j'en arrive au dernier pan de cette analyse socio-économique, l'expansion urbaine et l'immigration. La Grande Genève espérée par Fazzy devient vite réalité. L'agglomération passe de 38 000 habitants en 1850 à 60 000 en 1870 à 130 000 en 1914. Cette évolution démographique correspond en partie à l'évolution favorable de la conjoncture, mais pas seulement. Au début du XIXe siècle, on peut encore distinguer un campagnard d'un citadin. Les différences s'estompent progressivement et la population présente peu à peu un visage toujours plus cosmopolite.
la croissance de la population dans la deuxième moitié du 19e et surtout le fait d'immigration étrangère. En 1850, ceci entre 24% dans la population du canton, pour 42% en 1913, la plus forte proportion jamais constatée. La différence de nationalité est atténuée par la parenté linguistique, puisque la majorité des étrangers sont des Français, souvent issus de régions proches. Mais ils font basculer le rapport entre les religions. Dès 1860, 43 000 catholiques pour 41 000 protestants. Les esprits s'inquiètent et font remarquer que les étrangers alimentent la criminalité, la prostitution, la mendicité et qu'ils interviennent sur le politique. À cela s'ajoute le droit d'asile. En effet, Genève sert d'abri à des réfugiés politiques de toute provenance grâce à un droit d'asile accordé facilement sous la Restauration et libéralisé sous James Pazy. Chaque minorité est pourchassée à ses représentants à Genève. Le plus souvent, il s'agit d'hommes de gauche, italiens, allemands après l'échec des révolutions de 1848, français après le coup d'État de Bonaparte de 1851 et la Commune de 1871, populistes et socialistes russes, parmi lesquels le plus célèbre, Lénine, dont une table de l'ancienne brasserie Le Landolt portait jusqu'à peu la trace. Quant à la laïcité, l'exposé des motifs du projet de loi modifiant la loi sur le culte extérieur, déposé le 14 juin 2010, rappelait ceci. La laïcité de l'État s'était constituée par étapes. La Constitution rédigée par James Pazy introduisit dès 1847 la liberté de culte. L'une des premières manifestations concrètes de cette nouvelle liberté fut, en 1857, le choix d'offrir aux communautés religieuses minoritaires des terrains pour ériger leur lieu de culte. Evelyne y reviendra à nouveau tout à l'heure. Voilà pour cette analyse socio-économique de la première partie du XIXe siècle. Ceux qui penseraient que je vous ai lu certains passages de la tribune de Genève du jour, sachez qu'il n'en est rien, et comme les séries télévisées le précisent, toute similitude avec des faits ou des personnages actuels est purement fortuite. J'en arrive maintenant au débat sur les fortifications dont Dufour est le centre. Pour savoir ce que Dufour, officier du génie et des fortifications, pensait sur les enceintes de Genève, je me suis tourné vers Jean-Jacques Langendorf, chef de file de la commission historique de nos salons, qui, en 1987, dans sa biographie de Dufour, écrivait que l'une des grandes affaires politiques genevoises qui va occuper pendant plus de 30 ans l'ingénieur cantonal Dufour, responsable à ce titre de l'urbanisme et des fortifications, c'est celui de savoir s'il convient de conserver, de renforcer ou de détruire l'enceinte de la cité. À Genève, comme partout ailleurs, cette question d'importance va enflammer les esprits des politiciens et du public de la fin du Premier Empire à la guerre de 1914 et au-delà, dépassant de très loin le simple débat militaire pour rejoindre les hautes préoccupations politiques et économiques. À Genève, elle débute dès 1819 avec Charles Pictet de Rochemont, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais c'est surtout en 1821 qu'elle s'emballe avec la publication d'une brochure anonyme, Observations sur les fortifications de Genève, dans laquelle James Pazy se montre un adversaire acharné du système défensif, en développant des arguments sociaux et économiques encore utilisés actuellement par les opposants à notre défense, en particulier les sommes considérables dilapidées à élever des murailles, creuser des fossés, à les entretenir, seraient mieux employées au développement de l'industrie et à l'amélioration des conditions de vie. Pazy et Pictet ne sont pas les seuls à militer contre les fortifications. Ainsi, Louis Riette-Constant proclamera qu'elles sont dispendieuses, inutiles, antifédérales, anti-genevoises, j'en passe, et anti-militaires. En vérité, le problème est complexe. Dans la première partie du XIXe siècle, de nombreux théoriciens sont encore en train de se demander qui de l'attaque, l'artillerie de siège, ou de la défense, les remparts et les bastions, est le plus fort, et la réponse qu'il donne est en général nuancée. Pour Dufour, Genève ne doit pas devenir une ville ouverte, offerte aux insultes du premier envahisseur venu.
En rasant les fortifications, écrit-il en 1822, nous serons traversés et retraversés. Nous payerons contribution sur contribution. Nous serons rançonnés de toutes les manières et d'autant plus sûrement occupés par des corps de troupes considérables que nos ponts étant sans défense, chacune des deux armées, dans la crainte que l'autre s'en empare, cherchera à la gagner de vitesse. Avec ces fortifications, Genève doit démontrer qu'elle possède, en se défendant, la volonté de défendre la neutralité helvétique. Notre devoir, à nous Genevois, placés aux avant-postes, est de disputer avec acharnement le sol de notre petit canton pour donner le temps aux troupes fédérales de s'organiser et de se rassembler. On retrouve ce souci de défendre la neutralité helvétique dans les mémoires de Dufour, publiés par Édouard Saillouz en 1884. Au point de vue de la Confédération helvétique, Dufour fut très inquiet en 1830-1831. Comme beaucoup de bons esprits, Dufour crut à un embrasement général de l'Europe qui risquait de compromettre, d'entraîner, même de ravager la Suisse. C'est lui qui mit en avant l'idée de convoquer une diète extraordinaire en vue des événements possibles. Il y fut élu député. La crainte d'une violation du territoire helvétique, semblable à celle qui avait eu lieu plusieurs fois dans les grandes guerres précédentes, contribua beaucoup aux travaux de défense entrepris à Saint-Maurice, à Arberg, à Bellinzone et à Luciensteig. En parenthèse, tout est dans la perception des risques, c'est l'éternelle question de pourquoi s'assurer et payer dans le vide quand rien ne se passe. On le verra plus tard, en 1838, avec l'affaire Louis-Napoléon. Toutefois, en 1822, Dufour introduit aussitôt une restriction de taille dans ses propos. On ne m'entendra pas dire que nous devons imiter l'exemple des Saguntins. Ils avaient tenu 8 mois contre Hannibal en 220 avant Jésus-Christ, ou celui des habitants de Saragosse, qui avaient eux tenu 3 mois en 1808, puis s'étaient inclinés après un nouveau siège de 3 mois en 1809 contre Napoléon. Loin de moi une pareille fanfaronnade. Il faut d'autres mœurs et d'autres habitudes que les nôtres pour pousser aussi loin l'héroïsme de la défense. Ne nous laissons pas trop intimider, sachons voir d'un œil tranquille la destruction de quelques-unes de nos habitations, ayons le courage de perdre quelques hommes, forçons l'ennemi à ouvrir une brèche, et mes prétentions seront satisfaites. S'il n'y a pas à tergiverser, si Genève doit rester fortifiée, lors même qu'il en résulterait pour les Genevois de véritables inconvénients, il s'agit pourtant de ne pas perdre de vue que les fortifications de la cité, telles qu'elles se présentent, sont défectueuses, avec leurs fossés tortueux, véritables labyrinthes pour nos milices. Il faut donc les simplifier. Il défend alors une solution médiane et aussi peu coûteuse que possible, car lui aussi est soucieux des problèmes économiques et de la bonne gestion des deniers publics. Enceinte bastionnée partout où les fossés sont secs, et je ne repugne point à l'enceinte tenaillée partout où il y a de l'eau. Ce parti moyen me semblerait le meilleur. Dufour se bat et n'a de cesse de proposer différentes variantes, comme ce projet daté du 15 novembre 1843, déjà, d'agrandissement du plateau des tranchées, dont on lit en marge. Ce projet donne la place pour construire 60 maisons de 60 pieds de face et de 40 à 55 pieds de profondeur, toutes en belle exposition et bien aérées. Il laisse de plus la faculté d'établir sur les places des fontaines, de bazars ou marchés couverts. Mais s'il convient de simplifier le système défensif de Genève, il s'agit aussi, par un effort pédagogique approprié, de faire comprendre pourquoi il est nécessaire de la maintenir sans pour autant transformer la cité en forteresse. Une fois encore, Dufour se trouve pris entre le marteau et l'enclume. En ce moment, écrit-il en janvier 1822 à Baudran, qui était son commandant à Corfou, je me vois obligé de combattre des deux mains au sujet de nos fortifications et contre ceux qui voudraient les augmenter pour faire de Genève une véritable forteresse et contre ceux qui voudraient les renverser de fond en comble. Cette grande question s'agite depuis quelque temps devant nos conseils et vous ne sauriez vous peindre tous les ennuis qu'elle me donne. J'ai affaire à beaucoup d'honnêtes marchands, de bons ouvriers, de professeurs distingués,
d'habiles politiques même, mais tous gens qui n'entendent que peu de choses en fortification et qui en raisonnent cependant à tort et à travers. Il faut que je fasse l'éducation de plusieurs et cela ne laisse pas de nous fatiguer considérablement et je le répète souvent, au diable le métier. En mars 1849, Fazy, qui est au pouvoir, franchit le pas et propose la démolition des fortifications par étapes en fonction des nouveaux besoins d'espace de la cité, comme proposé d'ailleurs en 1821, et le remplacement par une modeste enceinte à la hauteur des contregardes. À nouveau, le débat s'enflamme, ce qui donne à Dufour, qui lui non plus n'a pas modifié son opinion, d'affronter le tribun Fazy. Selon lui, il faut maintenir une enceinte bastionnée de qualité et le projet de loi qui prévoit de substituer au système en place une simple enceinte continue couverte par un fossé ne vaut rien, car la fortification ne tolère pas de demi-mesure. En deux mots, dit-il, mon système est celui-ci. Restons ville fortifiée ou bien mettons-nous tout à fait à l'aise. Je crois que cette dernière opinion prévaudra dans ce conseil, mais une fois qu'on l'aura admise, il faudra raser toute espèce de fortification pour la remplacer par un simple mur avec des barrières destinées à protéger la perception de l'octroi. Fazy saisit la balle au bond, retire son projet et le 15 septembre 1849, le Grand Conseil prend une mesure radicale, la démolition, au fur et à mesure, des remparts qui enserrent la cité et que rien ne viendra remplacer. Et donc cette décision est décidée à une forte majorité. Mauvais cadeau d'anniversaire pour Dufour, qui bien évidemment vote contre. On voit ici sur ce plan de 1841 la première partie des démolitions prévues. Et c'est dans l'allégresse que les vénérables murailles, avec leurs portes, seront abattues les années suivantes. On ne fait d'ailleurs pas dans la dentelle, la splendide tour maîtresse, vestige du Moyen-Âge, qui passe avec le reste. Vous pouvez apercevoir sur ce dessin de François Métral de 1850 le conseiller d'État James Fazy qui visite le nivellement des fossés vers la porte de Rive. Les ventes des terrains libérés à la construction offrira un apport financier important tant à l'État qu'à la ville de Genève. On verra tout à l'heure qu'une partie de ces terrains nous intéresse plus particulièrement. À noter que la nouvelle couronne urbaine, ainsi constituée, se caractérisera par ses rues en damier. Il est intéressant de relever qu'entre 1830 et 1840, alors que Genève débat de faire tomber ses murs, que la tendance est à la construction de gigantesques ensembles, aussi bien en France qu'en Allemagne, avec enceintes polygonales, caponnières et ceintures de forts détachés qui protègent les grandes cités et peuvent abriter des armées entières. Dufour s'élève aussitôt énergiquement contre ce gigantisme. Puisque nous parlons fortification, je profite de vous signaler que nous aurons le privilège de recevoir l'an prochain un spécialiste de Vauban, en la personne de Maurice Levisa, qui est historien des fortifications, qui est membre de l'association Vauban et de la commission historique des salons, qui viendra nous présenter ce stratège de génie, à la fois des sièges et des places fortes, puisqu'on avait coutume de dire « Ville assiégée par Vauban, ville prise, ville défendue par Vauban, ville imprenable ». Passons maintenant aux arguments des gens contre. Là, je me suis appuyé sur Walter Zurbuchen, ancien archiviste d'État honoraire, qui me confie les arguments de Pictet de Rochemont dans son article sur les fortifications de Genève, paru dans la revue genevoise géographique Le Globe de 1984. Pictet de Rochemont, homme de sens droit et de jugement indépendant, avait profondément réfléchi à la nouvelle situation de l'Europe et de la Suisse, et spécialement de Genève, qui en faisait désormais partie. Cette ville, qu'on avait pu, au XVIe siècle, qualifier de clé de la Suisse, ne l'était plus guère. La route du Simplon avait bouleversé les données essentielles de la géographie militaire, puisqu'elle permettait à des armées de franchir les Alpes et de longer désormais le lac Léman par la rive gauche, ce qui était quasiment impossible autrefois. D'autre part, Genève faisait partie intégrante de la Suisse. On ne pouvait l'attaquer sans entrer en guerre ipso facto avec notre pays tout entier. La ville, qui ne pouvait guère contribuer à la défense du territoire suisse, il suffisait de passer à côté, représentait en revanche un appât dont un ennemi pourrait être tenté de se saisir, d'autant plus difficile à en déloger ensuite que la place serait plus forte
et en faisant un gage lors de négociations ultérieures. Cette place excentrée, livrée à ses seules ressources, ne pouvait opposer aucune résistance durable. À vouloir en revanche la pourvoir d'une garnison et d'approvisionnement suffisant, la Suisse s'exposait à devoir y consacrer une part excessive de ses forces, une part qui lui ferait alors défaut au moment où le territoire principal devait être défendu. Pour toutes ces raisons, dès 1819, Pictet jugea que ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était non pas de supprimer entièrement l'enceinte, toujours utile pour se mettre à l'abri d'un coup de main, opéré par des forces mineures, mais du moins de simplifier le système, qu'un adversaire ne fût pas tenté de s'en emparer pour en faire une place de guerre solide à son profit. Cela permettait en outre de supprimer, ou du moins de réduire fortement la garnison, et de faire ainsi une économie de frais appréciable. Bien que d'autres militaires expérimentés se soient prononcés dans le même sens, l'avis de Pictet fit scandale auprès des milieux bien pensants. Un patriote s'écria « Et c'est un ancien Genevois, un magistrat, un militaire qui donne de pareils conseils à la nation. C'est lui qui l'invite à renoncer à la défense de ses remparts. » C'était là plus ou moins qualifié implicitement Pictet de traître. Sans aller jusque-là, d'autres militaires combattaient son opinion pour des raisons souvent plus psychologiques que techniques ou stratégiques, tel fut le cas notamment du général Dufour. Rieux, conseiller général dans le gouvernement genevois, qui avait été capitaine d'artillerie sous l'Empire, dans ses mémoires, a fort bien résumé la situation. On attachait alors un puissant intérêt à cette question des fortifications, soit par le souvenir des sacrifices et des dépenses considérables que l'ancienne République avait faites pour l'enceinte fortifiée de Genève, soit parce qu'on attribuait à cette enceinte, à partir de l'escalade jusqu'au commencement du siège du général Montesquieu, le salut de notre indépendance, rappel de l'affaire Louis-Napoléon, soit enfin parce qu'on redoutait pour les mœurs et la religion protestante l'invasion d'une population étrangère dans une ville toute ouverte. L'immigration de masse dont on a parlé tout à l'heure. Sorbuchen poursuit, on voit assez par ses propos qu'il s'agissait en réalité non d'une discussion impartiale ou objective sur le plus ou moins l'efficacité d'un dispositif militaire, mais de l'expression d'une psychose collective que l'on a appelée fièvre obsidionale, parce qu'elle naît tout naturellement de la réclusion et qu'elle caractérise une population assiégée. Genève d'ailleurs n'en a nullement eu l'exclusivité. Il en existe de nombreux cas dans l'histoire, et plus la communauté restreinte et étroite sa circonférence, plus le phénomène est intense. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'au milieu du XIXe siècle, les Genevois, à l'idée de vivre sans murailles, ces murailles qui les avaient tenus étroitement enfermés depuis plus de 3 siècles, se sentaient d'avance aussi nus et désarmés qu'un Bernard l'Ermite hors de sa coquille. Et d'ailleurs, leur appréhension n'était pas toutes infondées, notamment ce qui concerne la sécurité publique. Il fallut quelques années pour que l'idée d'une enceinte, non pas supprimée, mais même simplement réduite, parvint à faire son chemin dans l'opinion. Ce qui en retarda le progrès fut le fait que les partisans de la réduction, bien qu'ils fussent finalement majoritaires, étaient encore divisés entre eux. Les uns, en effet, voulaient réduire l'enceinte à la limite des corps de place, c'est-à-dire la ligne qui dessinait les bastions et les courtines. Les autres voulaient adopter comme enceinte la ligne des contre-gardes et demi-lunes qui aurait donné de l'extension à la ville. Selon le cas, cela équivaudrait à combler les fossés extérieurs ou alors les fossés intérieurs de la ville. Le premier parti prévalu en 1834, fait peu connu, et l'on commença cette année-là à remblayer les enceintes, les premiers fossés extérieurs. Mais le rythme de travail était fort lent afin d'éviter de mettre trop de grosses dépenses à la charge de chaque budget annuel, de sorte qu'au moment de la révolution de Fazy, 12 ans plus tard, presque tout restait à faire. En 1838, l'affaire dite de Louis-Napoléon mit en émoi toute la Suisse, ce pays ayant refusé d'expulser le prétendant, ce que l'on considérait aussi à tort ou à raison comme un citoyen turgovien. Le gouvernement français menaça la Suisse de mesures militaires, ordonnant la mise en route d'une armée forte de 37 000 hommes, 32 bataillons d'infanterie, j'ai un colonel qui est là,
6 régiments de cavalerie et 72 pièces d'artillerie. La première brigade occupa même le pays de Gex, et une proclamation peu mesurée du général Aimard enflamma l'opinion dans les cantons helvétiques. Avant même que la Confédération n'eût ordonné la mobilisation, 2 corps de Genève se mit spontanément en état de défendre énergiquement son territoire et ses murs, renforçant ceux-ci en les couvrant de toute l'artillerie qu'on avait pu réunir. Et ce bel élan de résolution ferme et unanime restera longtemps dans les mémoires, disait Zurbuchen, dans les mémoires uniquement, serais-je tenté de dire, puisque 11 ans plus tard, dans les faits, on avait tourné la page. Alors j'en viens à James Fazzy. Si l'Église russe fête ses 150 ans de présence à Genève, c'est que l'État de Genève a décidé vers 1857 de mettre à disposition des religions minoritaires un emplacement en ceinture urbaine pour le lieu de culte. S'il a pu le faire, c'est que Fazzy, dans sa constitution en 1847, a mis fin à l'hégémonie du protestantisme dans la République et canton. Si l'État a pu mettre plusieurs terrains à disposition des communautés religieuses, c'est qu'il y en avait assez, puisque de grandes étendues se sont retrouvées disponibles par suite de la démolition des fortifications décidée par Fazzy en 1849. Si Fazzy a eu ce pouvoir, c'est qu'il a réussi sa révolution de 1846, entre autres par la création, la même année, du Parti radical genevois, avec des libéraux désireux d'un changement radical de politique. C'est aussi parce qu'il a pu s'appuyer sur de nombreux mécontents qu'il a réussi à fédérer, grâce au suffrage universel masculin, rendu possible par la Constitution de 1842, qui a également permis à la cité de s'administrer, ce qu'il avait appelé de ses voeux dans sa brochure de 1841. Et pourquoi y a-t-il eu cette Constitution de 1842? C'est grâce au coup d'État de James Fazzy de 1841, qui a déposé le gouvernement et permis la création d'une assemblée constituante. Et comment a-t-il pu mobiliser ses troupes de mécontents? C'est grâce à la cofondation, toujours par lui, le 5 janvier 1826, du Journal de Genève, organe qui défendait le suffrage universel masculin, c'est-à-dire touchait tous les laissés-pour-compte politiques du système censitaire. S'il a pu amener ce débat important sur la disparition des fortifications, c'est qu'il s'est battu pendant près de 30 ans pour les faire disparaître, de la parution anonyme en 1821 de ses observations sur les fortifications de Genève jusqu'à la votation de 1849. Et si ça a attiré des sympathies libérales en 1846, c'est qu'il y militait dans le rang dès la Constitution de 1816. Et paradoxe de tout ceci, s'il a eu l'opportunité, les compétences et la carrure pour se lancer avec succès dans l'arène politique, il le doit à une famille bourgeoise des plus fortunées qui l'amène à des études de droit et d'économie politique à Paris, des débuts de publiciste, toujours à Paris, et une carrière de journaliste. Une famille dont il va faire tomber les privilèges en raison d'une conviction basée sur les sciences sociales naissantes. Le bonheur des hommes ne s'épanouit que dans la liberté. En conclusion, l'Église russe de Genève, on peut le dire ce soir, doit son existence à James Fazzy et à ses méthodes pas toujours très orthodoxes.